Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire pour parler de prospection. Au cours de ce webinaire, vous pourrez interagir avec moi et poser vos questions sur le chat en utilisant le petit bouton du point d'interrogation qui se situe sur votre droite, et à la fin de la présentation, je prendrai le temps de vous répondre. Dans le but de démarrer, déjà me présenter à vous. Donc, je suis Stéphane Courtex. Mon métier, j'accompagne les entreprises dans leur développement commercial. Je suis issu des métiers de la vente et du management commercial, un peu plus de 20 ans d'expérience dans la prestation de services plutôt orientés B2B dans les domaines de sport, loisirs, tourisme, événementiel. Et puis avec une vision aussi de dirigeant d'entreprise, puisque avant de faire ce que je fais depuis 2 ans, pendant 5 ans, j'ai occupé une fonction de dirigeant de centre de profit où je gérais hôtel, resto et Thalasso à Saint-Jean-de-Mont. Dans mes missions, je fais de l'audit, du conseil et de la formation. Je suis indépendant, mais je suis affilié à un réseau national qui s'appelle Expert Active. On est 31 consultants formateurs sur la France. Et dans ce cadre-là, nos formations sont data docké. Et j'ai également intégré des formations pour accompagner les créateurs d'entreprises avec leur compte CPF. Nous allons donc parler de prospection, la prospection commerciale qui, bien souvent, a très mauvaise image parce qu'on a un historique de prospection d'hier qui a été très caricaturé par les émissions de télé, les films, où on caricature la fonction commerciale avec quelqu'un qui parle fort, qui monopolise la parole, qui s'agite un petit peu dans tous les sens. Souvent, on parle de l'image du commercial qui met le pied dans la porte et qui fait sa déballe, à l'image de Jean-Claude Convenant dans Caméra Café. Ce que je me propose, c'est dans un premier temps de vous montrer une petite vidéo qui date des années 70 pour imaginer un petit peu ce que j'étais en train de vous dire, et vous allez voir qu'effectivement, on traîne l'image de la prospection commerciale comme quelque chose de pas très bon. Enfin, je vous laisse juger par vous-même. Bonjour monsieur. Henri Serin, représentant de la maison Gauthier. Je ne vous dérange pas. Pas du tout. Vous êtes installé depuis longtemps ici? Non, un mois à peine. Je regarde votre magasin de l'extérieur, moi c'est un vrai petit bijou. C'est mon mari qui l'a découvert. Vous lui ferez mes compliments, on voit de ces trucs quelquefois. Vous connaissez, je pense, madame la maison Gadino. Une aussi vieille maison, ce serait malheureux. C'est la plus ancienne. Nous avons fêté cette année le 59. Nous n'avons pas eu l'occasion, mon mari et moi, de travailler avec. Non. En général, nous travaillons pour la maison Jaulin. Le jour du Mans, c'est très 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 bon. Ce sont de très vieux clients. Ce sont même des amis, je suis la marraine de leur fille. Je pense bien. Ça vous gênerait, madame, de jeter un petit coup d'œil sur la collection? Non, faites-le. Si vous connaissez la maison Gadino, je ne vous apprendrai rien. Vous connaissez la devise: qualité, solidité, imperméabilité. Et en plus, la maison, cette année, a fait un très très gros effort, tant au point de vue des modèles qu'au point de vue des coloris. Nous avons renouvelé toute la collection, et sans majoration du prix de vente. C'est appréciable. Alors, nous avons le 48 Edibalet, le 56 Edibalet, le 60 Edibalet pour les dames, et notre fameux 63 à 8 Edibalet que vous connaissez sûrement et qui est notre cheval de bataille. Tout ça dans une gamme de coloris très large. Ça va du noir classique au rouge vif, en passant par les jaunes et les verts dégradés. Parapluie plat, parapluie rond, parapluie doublé, avec visible, bâtonnet arrondi, ombrelle de taille blanche et notre parapluie ecclésiastique, modèle standard que nous faisons dans les dimensions habituelles, mais dans une gamme de coloris très variée et très jolie. Les poignées Java, gaine cuir, très classique, plastique noir, mûrissier, bois exotique, bambou, imitation bambou, et toute notre collection de styles champêtres dont vous pouvez admirer une couleur particulièrement chatoyante. Voilà, j'espère que ça vous a fait sourire, en ce sens où on a une démonstration typique d'une prospection à froid, où le commercial vient dans une boutique, il n'a pas de rendez-vous, il n'y a pas de découverte client, il n'y a pas de questionnement. C'est quoi les meilleures ventes de la boutique? Qu'est-ce que les clients réclament? Il n'y a pas d'écoute active. Et on est vraiment dans l'image de ce que je décrivais tout à l'heure, une déballe sans ciblage des besoins. Alors, la prospection, c'est quoi? Nous allons commencer par définir qu'est-ce que c'est que la prospection.
Si on prend la définition littérale, la prospection commerciale, c'est ce qui consiste à chercher des nouveaux clients potentiels. Donc, ce sont des prospects et donc ils deviendront clients à partir du moment où ils auront effectué leur premier achat. De mon point de vue, la prospection, c'est plutôt l'art et la manière d'entrer en contact avec des nouvelles personnes. Sauf qu'on va différencier la prospection en B2C et B2B. Alors, qu'est-ce que c'est que B2C, B2B pour ceux qui ne le savent pas? Le B2C, en anglais business to consumer, c'est la vente aux particuliers. B2B, business to business, c'est la vente d'entreprise à entreprise, donc entre professionnels. B2C, on parle davantage d'inbound en anglais, c'est-à-dire le flux entrant de prospects. C'est le contenu qui va vous permettre d'attirer des visiteurs afin de les convertir en prospects, puis en clients. Pour ce faire, il est bien évident qu'il faut être visible et attractif. Et moi, je parle souvent d'avoir une belle vitrine qui peut être physique, mais également digitale avec les moyens modernes de communication. En cela, la prospection B2C, c'est plutôt l'affaire du marketing et de la communication. En B2B, la prospection, c'est plutôt à la charge des acteurs de la vente, des commerciaux ou du dirigeant d'entreprise s'il n'a pas de force de vente. Alors certes, vous pouvez générer des prospects comme en B2C grâce à l'inbound, mais sinon, c'est les commerciaux ou dirigeants qui vont faire ce qu'on appelle de l'outbound, c'est-à-dire la démarche qui consiste à aller chercher le consommateur en poussant des actions commerciales et en allant le chercher là où il se trouve, voire même en le chassant dans certains cas de figure. Donc, la prospection en B2B, c'est l'affaire du commercial. La prospection, elle est vitale pour une entreprise parce qu'une entreprise perd en moyenne 10% de ses clients par an. Ça veut dire qu'en 5 ans, elle a perdu la moitié de son portefeuille. Donc, évidemment, il est nécessaire d'aller conquérir des nouveaux clients. Une entreprise, quelle qu'elle soit, elle a 3 façons de générer du chiffre d'affaires. La première, c'est de fidéliser ses clients. Elle a des clients, l'idée absolue, c'est de les garder d'une année sur l'autre. Alors, c'est parfois moins vrai sur des prestations un peu one-shot. Exemple, vous êtes équipé d'une cuisine dans votre nouvelle habitation, vous n'allez pas en changer tous les ans. Mais pour autant, on a une action de fidélisation de clients à effectuer. Ensuite, c'est l'optimisation du panier moyen. Autrement dit, au-delà de fidéliser ses clients, c'est comment faire en sorte qu'un client qui me générait 100, par exemple, l'année suivante, il me génère 105 ou 110. Et donc, la troisième action pour générer du chiffre d'affaires, c'est bien évidemment la conquête de nouveaux clients. Là où le modèle a complètement évolué par rapport à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, ou même la caricature avec Jean-Claude Convenant, c'est qu'à l'heure actuelle, 86% des consommateurs, des acheteurs, consultent Internet avant de passer à l'acte d'achat. C'est juste énorme. Il faut 12 points de contact pour générer de la confiance et 8 points de contact avant l'acte d'achat. Donc, autrement dit, ça sous-entend une prospection avec persévérance. Et enfin, 12% des entreprises qui ont un plan de prospection établi. Autrement dit, 88% qui n'en ont pas. Alors, prospecter, c'est bien, mais auprès de qui? Alors, je vous ai mis la petite image de Rambo, parce que Rambo, il va envoyer 100 cartouches avant de toucher une fois. Il tire tous azimuts. Avant de se lancer dans une quelconque forme de prospection, pour moi, il est nécessaire d'identifier qui est son prospect cible. Alors, je parle au sens figuré quand je parle de cible. Autrement dit, c'est identifier quel est son avatar, ou on parle de persona. Pour cela, on va avoir une stratégie commerciale précise sur la base du quoi, qui, comment. Quoi, c'est à quel besoin ou problématique mon offre répond. Enfin, le qui, c'est à qui cela s'adresse-t-il? Quelle est la typologie de personne ou d'entreprise mes solutions s'adressent? Et de là, nous pourrons déterminer le plan de prospection, c'est-à-dire le comment entrer en contact avec mes futurs clients. Quand on parle de ciblage, l'idée, c'est de viser juste.
Et donc, pour ça, on va utiliser un peu moins de temps, un peu moins de munitions et être beaucoup plus précis. Pour être précis, une fois qu'on a travaillé sur sa stratégie du quoi qui comment, l'idée, c'est de se créer un fichier de prospection. On va à nouveau le distinguer entre le B2C et le B2B. En B2C, on peut s'appuyer déjà sur son fichier client qui peut nous générer d'autres personnes. Enfin, le fichier de prospection va s'appuyer sur une zone de chalandise. Si j'ai un commerce ou une entreprise, en tout cas au démarrage, je ne vais pas rayonner sur tout le territoire national ou autre. Donc, on va déterminer à quelle zone de chalandise on s'adresse. En B2C, on va aussi pouvoir se constituer son fichier de prospection grâce à toutes les personnes qui nous ont liké ou qui commentent nos publications sur les réseaux sociaux. Enfin, pour ceux qui ont un site web, il existe des outils et des méthodes pour aller faire du tracking des visiteurs et remonter grâce à leur adresse IP et entrer en interaction avec eux. On peut également, en B2C, s'appuyer sur des formulaires de contact avec des cartes fidélité, des choses comme ça. On peut procéder par de la recherche Internet. On peut faire de l'acquisition de fichiers, là aussi par Internet. Ça a un coût, mais on peut le faire. Et vous pouvez également alimenter votre fichier de prospection en créant des jeux concours, par exemple, où les gens vont s'inscrire avec leurs coordonnées et ça va alimenter votre fichier de prospection. En B2B, la démarche est un petit peu différente. Vous pouvez déjà vous appuyer sur des organismes qui mettent à disposition des entreprises des fichiers prospects qualifiés, alors qu'on va qualifier sur la base du code APE, du secteur d'activité, de la forme juridique, de leur localisation, de leur effectif, de leur chiffre d'affaires. Vous allez également pouvoir alimenter votre fichier de prospection en faisant des requêtes sur Internet, mais également en vous appuyant sur les réseaux sociaux. Infogreffe recense toutes les entreprises par domaine d'activité, par secteur d'activité, mais également par zone géographique. Et donc là, en vous appuyant sur Infogreffe, vous pouvez également alimenter ou vous constituer votre fichier de prospection, dès lors que vous aurez identifié votre persona, c'est-à-dire votre client potentiel. Là aussi, vous pourrez faire du tracking sur les visiteurs de votre site Internet en entrant en interaction avec eux, sur le fait qu'ils soient venus vous visiter, vous rencontrer via Internet, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher et comment vous pouvez répondre à leurs besoins. Pour les entreprises qui participent à des salons en exposant, là aussi, vous avez tous les visiteurs du salon qui peuvent être des prospects potentiels, donc d'avoir des actions de suivi de vos prospects qui passent sur votre stand lors de ce salon. Vous pouvez également, quand vous êtes visiteur vous-même de salon, prospecter auprès des exposants, leur demander qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs besoins, etc. Ensuite, on va parler des réseaux physiques. En B2B, il existe bon nombre de réseaux pour permettre à des dirigeants d'entreprise d'entrer en interaction, de découvrir des domaines d'activité, des personnes et pourquoi pas du business potentiel. Comme en B2C, si vous avez alimenté une page entreprise ou votre profil personnel, entrez en interaction avec les gens qui vous suivent et commentent vos posts sur les réseaux sociaux. Plus votre fichier sera qualifié, et meilleur sera votre taux de rebond, c'est-à-dire le taux qui vous permettra d'avoir des rendez-vous et donc d'entrer en interaction avec vos interlocuteurs. En termes d'acquisition de prospects, il existe différents canaux. Vous avez les réseaux sociaux. Alors en B2B, on parle plutôt de LinkedIn, on va y revenir tout à l'heure. Vous pouvez également faire de l'emailing. Ensuite, on a les rencontres de dirigeants, enfin tout le réseau physique, la prospection téléphonique et enfin le publipostage ou l'envoi de courrier. Ça sont les principaux canaux de prospection. J'ai listé, même si la liste n'est pas exhaustive, différents moyens de prospecter, donc je vous le rappelle.
d'entrer en interaction avec des nouvelles personnes. Donc, on en a vu quelques-unes sur le slide précédent, donc le publipostage ou l'envoi de courrier, l'emailing, donc la prospection par courriel, le phoning, dès lors qu'on a une base de fichiers prospects également, les réseaux professionnels, campagne SMS. Vous arrivez sûrement de recevoir de la part de quelques enseignes bien connues des SMS avec des portes ouvertes, des remises ponctuelles, etc. La prospection physique. Alors, c'est pas que faire ce qu'on appelle du tap-tap, taper aux portes, mais quand on fait, par exemple, en visiteur salon, aller découvrir des personnes, c'est une forme de prospection physique. Pour générer du flux entrant, ben, c'est également tout ce qui va être publicité. Les prescripteurs, c'est un moyen de prospection. Les prescripteurs, ce ne sont pas vos clients directs, mais ce sont ceux qui sont amenés à vous générer des prospects potentiels. Si je reprends l'exemple du cuisiniste, un bon exemple de prescripteur pour lui, c'est les bâtisseurs de maisons individuelles. Quand il y a un projet de construction d'une maison individuelle, bah forcément, on a besoin d'équiper sa maison. Et le cuisiniste qui est présent auprès des différents constructeurs de maisons individuelles est mieux situé que celui qui n'est pas présent. Donc, les salons professionnels. Ensuite, bah, vous avez tout ce qui est visibilité et attractivité. Hein. On parle de référencement. Donc, le référencement, il peut être naturel, mais également payant. Il va vous permettre d'avoir une visibilité interne sur votre site Internet, mais également Google My Business, donc votre fiche d'identité d'entreprise Google, mais également Google Maps hein, pour vous géolocaliser. Enfin, bah, tout le social selling, tous les réseaux sociaux. Aussi, un bon moyen de prospecter, ce sont les animations commerciales. Organiser des portes ouvertes, une démonstration de vos produits, de vos services, une visite d'entreprise. Toutes ces animations commerciales vont générer du flux de personnes et donc d'entrer en interaction avec des prospects potentiels. N'oublions pas également tout ce qui est extra-professionnel. Donc, quand vous êtes adhérent d'associations sportives, culturelles ou autres, ben là aussi, vous entrez en interaction avec des personnes et c'est parfois le bon moyen d'aller détecter des prospects potentiels. Par ordre d'efficacité, donc cette étude remonte à 2017, elle a été faite par Action Co. Alors ça a un petit peu évolué. La visite commerciale ou la prospection physique reste sur la première marche du podium. Alors, c'est la plus efficace, mais c'est en même temps la plus coûteuse parce que ça sous-entend d'avoir quelqu'un dédié à ça. Mais c'est le moyen de permettre surtout à votre interlocuteur d'entrer en interaction sur l'humain et donc de vous acheter vous avant d'acheter votre solution. C'est ce qui vous permet d'établir ce fameux lien de confiance où on a vu tout à l'heure qu'il fallait 12 actions avant de créer ce climat de confiance. En deuxième position, en 2017, toujours arrivait l'emailing qui peut devenir très efficace pour peu que le fichier soit très qualifié. Et enfin, la prospection téléphonique qui fonctionne toujours, mais qui n'est pas très aimée parce que c'est fastidieux, ce n'est pas forcément à la portée de tous et on n'est pas tous très à l'aise avec l'outil téléphonique. Le grand changement par rapport à 2017, c'est les techniques d'attraction de clients. On parle de lead generation grâce à la poussée du digital. Hein, on parle d'Internet, des réseaux sociaux, pardon. Et donc, ce mode d'acquisition de prospects progresse grandement et désormais, il se place en troisième position des leviers les plus efficaces pour prospecter. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on étudie ces 4 canaux de prospection avec leurs avantages et leurs inconvénients. Les 4 canaux de prospection, donc on vient de les voir, prospection téléphonique, emailing, les réseaux sociaux et la téléprospection. Pour la téléprospection, l'avantage du téléphone, on est en interaction directe avec son interlocuteur et on a possibilité de répondre immédiatement aux éventuelles objections. La prospection téléphonique reste le moins coûteux. Hein. Dès lors que vous avez votre abonnement téléphonique, vous pouvez téléphoner autant de temps que vous voulez. Et on a surtout un taux de rebond, donc un taux de rendez-vous par rapport à un nombre d'appels qui est intéressant. Quand on suit ces performances en prospection téléphonique, l'idée, c'est de quantifier le nombre d'appels. De ce nombre d'appels, le nombre d'appels aboutis, puisqu'on n'a pas toujours eu l'interlocuteur souhaité,
et sur ces appels aboutis, le nombre de rendez-vous qu'on a obtenus. Et dès lors, on pourra suivre ces indicateurs de performance. Les inconvénients de la prospection téléphonique, bien souvent, on a affaire à un filtre accueil. On n'a pas toujours la ligne directe de notre interlocuteur ou son téléphone portable. Donc, on est confronté à ces filtres d'accueil, d'où à nouveau les 8 points de contact pour entrer en interaction jusqu'à l'acte d'achat. Autre inconvénient du téléphone, ça reste chronophage. Pour avoir un rendez-vous, il faut peut-être avoir 20 appels aboutis, et pour avoir 20 appels aboutis, en passer 100. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et puis, bien souvent, quand on a eu plusieurs coups de fil où on n'a pas eu la personne qu'on souhaitait, ou on l'a eu et puis on n'a pas eu de rendez-vous ou autre, parfois on peut vite se démotiver. Et c'est là où ça nécessite un petit peu de ténacité et de persévérance. Pour la prospection par téléphone, l'idée, c'est avant tout de susciter l'intérêt de votre interlocuteur. Et pour ça, moi, je préconise un script d'appel, donc c'est-à-dire rédiger un petit peu une trame de l'échange que vous allez avoir avec l'interlocuteur souhaité. Pour ça, il faut être percutant et relativement concis, parce qu'on dérange les gens en leur téléphonant et il faut être assez précis et pas leur donner le sentiment de leur faire perdre du temps. Et pour ça, on n'entre pas en interaction avec une déballe, une argumentation trop élaborée, mais on essaye vraiment d'être percutant et concis. On a dit que l'outil téléphone, dans les avantages, c'était la possibilité de répondre aux objections. Là encore, je vous invite à rédiger un petit peu toutes les objections que vous pouvez rencontrer et puis de vous y préparer en élaborant vos scripts de réponse. Et puis, quand on a réussi à entrer en interaction avec son interlocuteur, l'idée, c'est de terminer par un call to action, autrement dit, une action future à venir, et déterminer avec son interlocuteur quand est-ce qu'on peut le rappeler ou quand est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous, ou s'il nous a dit « j'ai pas le temps, envoyez-moi un mail », suite à l'envoi de mon mail, qu'est-ce qu'on prévoit, je vous rappelle d'ici 15 jours, etc. Donc, dans votre fichier d'acquisition de prospects et donc de suivi, toujours d'avoir une action suite à l'échange avec le prospect identifié. Et puis la maxime que vous retrouverez un petit peu au long de cette présentation, c'est ne cherchez pas à vous vendre, faites-vous acheter. Mais pour vous faire acheter, c'est quels sont les besoins ou problématiques que votre interlocuteur rencontre. Et enfin, est-ce que vous avez réponse à ces besoins ou à ces problématiques pour entrer en interaction. Concernant l'emailing, l'emailing, lui, c'est assez rapide. Avec les outils modernes qu'on a maintenant, il existe pas mal d'applications gratuites. Vous avez possibilité de faire de l'envoi d'emails massif et en ça, vous générez du gain de temps. L'emailing, comme les adresses mail sont assez personnalisées, vous avez cet avantage également d'atteindre avec quasi certitude la personne que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez interagir. Permet de diffuser massivement, on l'a dit, et c'est en ça aussi que ça vous fait gagner du temps. Et surtout, ça laisse une trace. Vous avez, en faisant un envoi d'email, la possibilité de voir si les gens l'ont lu, si vous avez mis un lien, s'ils ont ouvert la pièce jointe ou été visiter le lien, ça peut être votre site internet ou autre. L'inconvénient, ça nécessite d'avoir une bonne base de données. Autrement dit, pour être sûr d'atteindre son décideur, c'est être sûr d'avoir son adresse mail, la bonne adresse mail. Quand on envoie un emailing, évidemment, on va surveiller s'il a ouvert la pièce jointe ou s'il est entré en interaction, mais si ce n'est pas le cas, il y a une action de relance téléphonique ou de relance par mail à faire. Enfin, sur l'emailing, le taux de rendez-vous, il est relativement faible. En ça, moi, j'incite vraiment à être percutant sur son emailing et de le cibler, d'être précis et cibler son interlocuteur, lui parler à lui. Et puis maintenant, avec les outils modernes, on a tous nos emails sur nos PC, sur nos téléphones, et puis on est un petit peu bombardé d'emails et on n'a pas forcément l'assurance d'être consulté dans l'intégralité de son mail. Alors pour être percutant, les attentes du destinataire, pour qu'il ouvre votre mail, c'est déjà est-ce que je le connais? Est-ce que j'ai confiance en lui? Est-ce que son objet, l'objet du mail, est pertinent? Est-ce que ça s'adresse à moi? Plus vous allez personnaliser, effectivement, ça va prendre plus de temps d'envoyer un mail personne par personne, mais dès lors que vous parlerez avec son nom, son prénom, etc.,
il y a plus de chances qu'il l'ouvre, évidemment. Et s'il y a une promotion, vous voyez, 29% qui ouvrent parce qu'il y a une promotion, ce n'est pas forcément le prix qui va faire ouvrir, c'est quelle solution ou bénéfice j'apporte à mon interlocuteur. Qu'est-ce qu'il souhaite? Celui qui reçoit le mail, c'est s'informer, en grande partie, éventuellement s'intéresser à des nouveautés, surveiller la concurrence et puis éventuellement profiter d'offres commerciales. Comme je vous le disais, sur l'emailing, soyez concis. Plus ça va être long, moins on va avoir envie de le lire. Donc, il faut être assez percutant. Et puis, surtout, de penser à relancer votre interlocuteur suite à l'email, mais sans faire de la redite. En résumé, 3 sujets à aborder. Qui je suis, succinctement. On n'est pas là pour parler de soi, mais juste se présenter. La nature de l'objet du mail, pourquoi je le contacte. Ensuite, ma proposition de valeur, qu'est-ce que je peux lui apporter? Et surtout, là encore, pas faire une déballe, mais argumenter sur un seul bénéfice. Pour argumenter sur un seul bénéfice, ça sous-entend, pour choisir le bénéfice sur lequel on va s'appuyer, de s'être un petit peu renseigné sur son interlocuteur, son activité, etc. Donc, à nouveau, d'être très précis. Et puis, dans l'email, effectivement, un appel à l'action. Soit d'ouvrir une pièce jointe, d'aller sur le site internet, de réserver un rendez-vous. Vous avez des liens Calendly maintenant où les gens peuvent vous booker un rendez-vous. Donc, un appel à l'action. Et ça vous permettra aussi de voir s'il a été lu et si les gens sont entrés en interaction. Et donc, de passer d'un prospect un peu froid à un prospect tiède, voire chaud. Le courrier. Alors, le courrier, là aussi, gain de temps. On envoie tous les courriers en même temps. Alors, si on le fait chez soi, évidemment, ça va prendre du temps, mais il existe des organismes qui gèrent ça pour vous. Quand il est personnalisé, ça parvient dans la boîte aux lettres de son interlocuteur. On a un taux de consultation intéressant. On est toujours content d'ouvrir sa boîte aux lettres et puis d'ouvrir son courrier, sauf quand c'est des factures, bien évidemment. Et puis, le courrier, il laisse une trace. L'inconvénient, c'est que ça peut vite être coûteux, l'envoi de courrier, des enveloppes, du timbre, du temps passé, etc. Là aussi, comme l'emailing, le courrier nécessite une relance téléphonique. Je vous ai envoyé un courrier, est-ce que vous l'avez bien reçu, etc. Et puis, sur le courrier, on a un taux de rendez-vous assez faible. Pour le courrier, mes préconisations, c'est privilégier un envoi limité et surtout très, très, très ciblé. Quand vous n'avez pas réussi à entrer en interaction, que ce soit par les réseaux sociaux, par l'emailing, et que vous en êtes à la voie postale, cherchez vraiment à cibler. Comme c'est coûteux, faites des campagnes de 60, 80 prospects, ça suffit. Et puis surtout, personnalisez votre courrier. Comme l'emailing, toujours intéressant d'adresser à la bonne personne. Dans votre courrier d'accompagnement, votre texte, parlez de son secteur d'activité, de sa zone géographique sur lequel il intervient, de ses clients. Donc voilà, qui sentent qu'on lui parle à lui et que ce n'est pas juste un envoi massif. Là aussi, on privilégiera un call to action, donc éventuellement un coupon réponse. Ça peut être un bulletin de participation, une invitation, voilà, toute autre chose qui permet d'appuyer une action future. Et puis enfin, relancer votre interlocuteur. Je vous ai envoyé un courrier, etc. Vous l'avez bien reçu, vous avez pris le temps de lire. Voilà. Les réseaux sociaux, donc l'outil moderne de prospection, social selling. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on gagne du temps. Il existe maintenant ce qu'on appelle des outils d'automation. C'est l'automatisation de l'envoi de messages ou de suite de messages. Là aussi, il faut rédiger une sorte de scénario, de script d'entrée en contact et d'interaction avec son interlocuteur ciblé. Le réseau social, sachant qu'on a chacun, ceux qu'en ont en notre nom, des comptes, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, etc., on s'adresse directement à son interlocuteur, donc le potentiel décideur. On peut diffuser massivement. Les réseaux sociaux ont cet avantage aussi d'entretenir du lien, c'est de la messagerie instantanée, donc on peut pérenniser, on peut relancer. Et enfin, les réseaux sociaux assurent de la visibilité. Plus vous allez poster et plus vous allez être visible à ceux qui vous visitent.
Et quand on parle des 12 points de contact pour gagner de la confiance, ça en fait partie. On peut utiliser ce biais-là également. L'inconvénient des réseaux sociaux, c'est que ça nécessite une bonne animation, de poster régulièrement, d'interagir avec les gens qui vous ont liké, qui vous ont commenté. Pour autant, le taux de rendez-vous est relativement faible, mis à part pendant le confinement où là, effectivement, tous les gens étaient hyper connectés devant leurs ordinateurs, découvrir les outils digitaux, à faire bon nombre de visios, même les réseaux de rencontres dirigeants se sont énormément faites en visio. Donc voilà, mais le taux de rendez-vous reste quand même assez faible. Et puis les réseaux sociaux, ça peut être assez coûteux selon les réseaux parce que il faut faire l'acquisition d'un logiciel d'automation, de ciblage, etc. Donc ça peut vite être coûteux. Et puis c'est surtout aussi coûteux en temps parce que prévoir des posts, il faut les créer, il faut les poster, entrer en interaction, etc. Donc ce temps-là est également un coût. En B2C, donc vente aux particuliers, les réseaux qui vont être plutôt privilégiés vont être plutôt Facebook, Instagram, où on va créer de la visibilité. En B2B, le réseau incontournable, c'est LinkedIn. Mais là encore, comme on disait, il suppose d'y consacrer beaucoup de temps et puis surtout d'avoir les bonnes méthodes et puis peut-être les outils pour faire de l'automation. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, il existe des formations sur le social selling, c'est-à-dire comment vendre par les réseaux sociaux en fonction qu'on fait du B2C ou du B2B. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur LinkedIn, puisqu'il est extrêmement utilisé. Alors, il est un petit peu dévié au fur et à mesure du temps. Il se rapproche un peu de Facebook maintenant, en tout cas à mon goût. Donc, le principe, c'est un réseau social professionnel à la base qui permet d'échanger entre les communautés. Alors, comment fonctionne LinkedIn? Pour ceux qui ne connaissent pas, il fonctionne sur le principe de la connexion. Pour entrer en contact avec quelqu'un, il faut soit le connaître ou qu'on ait une connexion commune. On a premier degré, deuxième degré, troisième degré. Le premier degré, c'est nos contacts directs. Le deuxième degré, c'est les contacts de nos contacts. Et les troisième degrés, c'est les contacts de nos contacts du deuxième degré. Donc voilà. Ayant vu un petit peu les principaux canaux de prospection, l'idée, c'est de suivre votre prospection. Ce n'est pas parce qu'un prospect n'est pas client demain qu'il ne sera peut-être pas après-demain. Et pour ça, moi, j'incite à utiliser tous les canaux de prospection. Donc, on va parler de prospection multicanale. Ça vous permettra d'avoir les différents points de contact pour créer la confiance et alimenter une relation. Et puis, surtout nécessaire d'avoir ce suivi de prospection avec un exemple de tableau de suivi où vous allez mettre la date, les informations sur le particulier ou l'entreprise selon que vous faites du B2B ou du B2C, les coordonnées. Et puis surtout les actions de suivi, quand est-ce que je lui ai envoyé un courrier, un mail, quand est-ce que je lui ai téléphoné, qu'est-ce qu'on a convenu, etc., jusqu'à ce qu'il devienne client. Mais là aussi, vous pouvez avoir, au-delà du tableau de suivi de vos prospects, un tableau de suivi de vos clients pour fidéliser vos clients. On va parler de pilotage. Quand on alimente son tableau de suivi, on va également suivre ses indicateurs de performance. Donc, je vous ai mis des exemples d'indicateurs, mais qui pour moi sont à suivre de façon hebdomadaire ou au moins mensuelle. C'est le nombre de rendez-vous sur le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous sur le nombre de mails, le nombre de devis signés sur le nombre de rendez-vous effectués. Pas de tableau de bord, on ne sait pas où on va. Si on n'a pas défini un cap, si on ne sait pas fixer des objectifs, on navigue à vue et le pilotage est malheureusement pas optimisé. On ne peut pas se corriger si on ne sait pas mesurer, si on ne sait pas où on en est. Alors, objectif chiffre d'affaires, indicateur de performance, comment on construit son chiffre d'affaires? Je vous ai mis un petit exemple. Si une entreprise s'est fixée un objectif de 60 000 €, qu'elle a un panier moyen à 1 500 €, on a son objectif chiffre d'affaires et donc son nombre de clients à effectuer. Sauf que son chiffre d'affaires, ce n'est pas 100% de ses rendez-vous ou de ses propositions commerciales qui sont validées. Il y a une déperdition entre le nombre de devis
et le chiffre d'affaires. On appelle ça le taux de transformation. En moyenne, 1 sur 2 va être transformé en chiffre d'affaires. Mais pour avoir des devis, ça sous-entend d'être entré en interaction avec son interlocuteur, son prospect. Et pour ça, il faut l'avoir rencontré, donc avoir fait un rendez-vous. Mais de nos rendez-vous, on ne fait pas 100% de transformation en proposition commerciale ou en devis. Et donc là, on va parler de taux de pénétration. En moyenne, sur 10 rendez-vous, je vais faire 8 propositions commerciales ou 8 devis. Je m'arrête juste un tout petit temps pour vous parler des artisans qui, eux, sont un petit peu dans le plein emploi, qui ont des grandes difficultés à recruter et qui ont, pour la plupart d'entre eux, une visibilité de booking de leur agenda d'au moins 6 mois, voire 2 ans selon les corps de métier. Malheureusement, eux, en termes de fonctionnement commercial, se sont transformés en machines à devis ou des devis en ont plein. Ils passent leur temps à faire des devis, beaucoup trop à mon goût, parce qu'ils ont un taux de transformation de leur devis qui est très très loin des 50%, qui est plutôt de l'ordre de 20 à 30%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Un devis, tiens, j'ai besoin de repeindre mes volets ou de refaire ma couverture. Je sollicite 3 artisans. Les 3 artisans vont m'envoyer leur devis. Je vais regarder en bas à droite ce qui m'intéresse. Et puis, je vais aller à l'essentiel. Sauf que les autres artisans qui n'ont pas été pris, ils ne m'ont pas relancé. Ils ne savent pas avec qui je vais travailler pour la plupart. Ils ne sont pas venus me présenter leur devis, m'expliquer comment ils avaient construit leur devis, en quoi leur prix pouvait être différent de leurs concurrents. Et puisque regarder un prix, c'est regarder un contenu. Mais là aussi, l'artisan a peut-être besoin de méthodes pour présenter son devis. Donc voilà pour la petite page machine à devis. Et pour avoir un nombre de rendez-vous, il faut des prospects, mais tous les prospects ne vont pas vouloir forcément accepter un rendez-vous. Donc entre nombre de prospects et nombre de rendez-vous, on est plutôt à 20%. Et là, on va parler du taux d'engagement. Donc, s'il y a des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises dans les participants du jour, souvent vous êtes accompagné comptablement sur votre business plan et on vous donne un chiffre d'affaires en face. Moi, mon métier, c'est d'accompagner à comment réaliser ce chiffre d'affaires. Voilà, avec ces différents taux qu'on vient de voir, mais surtout identifier ces prospects cibles. On a parlé de tableaux de suivi des prospects, des clients, d'indicateurs de performance. Il existe des outils modernes qui s'appellent en anglais CRM ou GRC en français, qui permettent de suivre vos prospects, de suivre vos indicateurs de performance, de faire votre pilotage commercial. Donc, j'ai listé un petit peu les nombreux avantages. Donc, déjà, dans un premier temps, vous allez pouvoir importer vos clients si vous en avez, vos prospects si vous en avez. D'avoir un suivi d'activité commerciale. Donc, mon client, je l'ai vu il y a 15 jours. Qu'est-ce que je prévois? Quelle action j'ai prévue? Pareil pour mes prospects. Vous allez également pouvoir, grâce à ces outils modernes, synchroniser vos agendas. Dès lors que dans l'outil, vous mettez, le relancer téléphoniquement dans 15 jours, le positionner et ça s'intégrera dans votre agenda. Pour la plupart des CRM, vous allez pouvoir suivre vos indicateurs de performance, combien j'ai réalisé de devis, combien j'en ai transformé, combien j'en ai perdu, etc. Vous allez également pouvoir, en fonction de tous les devis que vous aurez réalisés grâce à votre outil CRM, mesurer votre pipe. Le pipe, c'est quoi? C'est tous les devis en cours que j'ai et donc le chiffre d'affaires potentiel que je peux générer les mois à venir, et donc d'avoir une meilleure visibilité de votre activité commerciale. Certains CRM vous permettent également de faire de la prospection via de l'envoi d'emailing, mais ça peut être également de la fidélisation de clients. Certains d'entre eux vous permettent d'éditer vos devis, vos factures, et donc plutôt que d'avoir plusieurs logiciels entre la compta et la gestion commerciale ou des tableaux Excel à n'en plus finir, tout ça peut être regroupé sous un seul et même outil. Il en existe même qui font du rapprochement bancaire. Donc moi, j'en ai testé plusieurs. J'en ai choisi un. Je suis pas sponsorisé par eux, donc j'ai pas forcément besoin de faire de la pub pour eux. Mais sachez qu'il en existe des gratuits, des un peu moins gratuits. Chacun de se faire son opinion. On pourra rentrer en interaction si vous avez besoin d'échanger sur ce sujet-là.
Je voudrais me permettre de vous donner quelques conseils pour réussir dans la prospection. Avant toute chose, c'est de bien réfléchir au parcours client et à l'expérience client des clients que vous voulez acquérir. Le client que vous voulez acquérir, qui est donc un prospect, quel va être son cheminement pour arriver jusqu'à vous? Est-ce qu'il vous a vu? Est-ce qu'il vous a rencontré? Est-ce qu'il vous a eu au téléphone? Est-ce que vous êtes visible sur Internet? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Comment vous mettre en avant? Donc, plutôt que vous vendre, comment votre client potentiel va vous acheter? Enfin, la prospection, on l'a vu, emailing, public postage, physique, téléphone, c'est fastidieux, c'est long, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je vous invite à développer votre réseau de prescripteurs. Pour ça, c'est identifier quels sont vos prescripteurs. Si vous êtes en B2C, vos clients, par des actions de parrainage, deviennent des prescripteurs. J'ai parlé tout à l'heure du cuisiniste avec le constructeur de maisons individuelles. Réfléchissez dans votre domaine d'activité à qui sont vos prescripteurs et quelles actions de prospection, donc d'entrer en interaction avec eux, vous n'avez rien à leur vendre directement, vous pouvez mettre en place pour que eux vous génèrent des prospects potentiels. Enfin, dans votre discours, transformez vos produits ou services en solutions et bénéfices clients. En quoi je réponds à la problématique de mon client, en quoi je réponds à un besoin. Donc, transformez vraiment, dites pas je vends ça, c'est je permets de répondre à telle solution ou tel besoin. Enfin, on a vu tout à l'heure 12% des entreprises qui ont élaboré une stratégie commerciale. Donc, pensez bien à réfléchir sur votre stratégie commerciale. Donc, sur le quoi, qui, comment. En règle générale, on se dit, je sais ce que je vends, je sais à qui je veux le vendre. Le fait de le réfléchir, de le poser sur papier, de le faire sous forme de carte mentale, va vous permettre d'identifier vos domaines d'activité spécifiques, qu'on appelle les DAS, et donc d'aller identifier des prescripteurs auxquels vous n'aurez peut-être pas pensé, des prospects auxquels vous n'aurez peut-être pas pensé, et donc une démarche de prospection qui sera beaucoup plus prise comme un jeu que comme une contrainte. Pensez bien à cibler vos futurs clients. On parlait de parcours client, expérience client, on dit bien un peu la même chose. Et surtout, soignez votre pitch, c'est-à-dire l'art de vous présenter. Alors, selon les formats, de 1 minute à 3 voire 4 minutes, en argumentant sur à quel besoin je réponds ou à quelle problématique j'apporte une solution. Enfin, élaborer un plan de prospection. Moi, je mets vraiment en avant la démarche de prospection multicanal et vous inciter à tout tester, tout essayer. Pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas toujours simple. Mais quand on réussit, on a une vraie grande satisfaction. Et pour ça, c'est élaborer son plan de prospection avec si je dois faire une action d'emailing, qui je cible. Si je dois faire une action de prospection téléphonique, qui je cible. Si je participe à des réseaux de dirigeants, qu'est-ce que je viens chercher? Donc voilà, dans les rencontres de dirigeants d'entreprise, vous ne venez pas forcément chercher des prospects, mais également des prescripteurs ou d'éventuels fournisseurs. Donc voilà, mais c'est ce qui vous permet aussi d'établir ces points de contact qui vont générer de la confiance. Enfin, suivez vos indicateurs de performance. Est-ce que c'est tel mode ou tel mode de prospection qui me génère le plus de clients, parce que la finalité, c'est ça, générer du chiffre d'affaires avec de l'acquisition de nouveaux clients. Si vous n'êtes pas à l'aise ou vous avez des lacunes, formez-vous pour monter en compétences et puis pour acquérir des méthodes, des outils, c'est important. Pour ça, vous avez des budgets qui vous sont alloués soit des formations professionnelles, soit votre compte professionnel de formation. Garder une vie sociale active, c'est important. Tout est suspect et prospect potentiel, c'est-à-dire que tous les interlocuteurs que vous voyez dans votre vie sociale, votre voisin au restaurant, les gens qui, comme vous, participent à des mêmes centres d'intérêt, que ce soit loisirs, sport ou autres, échanger.
plus vous allez vous intéresser à eux, plus ils vont s'intéresser à vous et potentiellement parler de vous. Et pour ça, mettez les autres en réseau et puis donnez, donnez, donnez. Hein, c'est la maxime, c'est plus vous allez donner et plus les gens vont se sentir peut-être redevables ou en tout cas se dire disons, ça fait 3 contacts qu'il m'envoie, il est plutôt sympa, il voit du monde, etc. Et de là, vous aurez probablement un retour. Et donc pour finir, encore une fois, hein, ne cherchez pas à vendre, mais ayez une démarche de réflexion dans comment je peux me faire acheter. Donc voilà pour ma présentation. Je voulais vous remercier à tous de votre participation et de votre écoute. Pour moi, le format webinaire était une première. Je suis plutôt habitué à animer des ateliers en format physique. Donc la difficulté pour moi, c'est de ne pas pouvoir entrer en interaction directe avec chacun d'entre vous. Néanmoins, on va avoir ce petit moment d'échange où probablement il y a quelques questions. Donc n'hésitez pas. Et puis, au-delà de l'échange du jour et de la réponse aux questions, si vous avez besoin d'entrer en interaction avec moi, n'hésitez pas. Je vous ai mis ma carte de visite avec mon téléphone, mon adresse mail et je suis tout à fait disposé à découvrir vos métiers, vos secteurs d'activité, vos éventuelles problématiques. Merci à tous pour votre écoute. Alors, j'ai une première question. Je ne suis pas à l'aise avec la prospection. Comment puis-je faire? Alors déjà, merci pour la question. Et oui, effectivement, la prospection, c'est comme tout. Hein, quand c'est nouveau, c'est difficile. Il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Je vais entrer en interaction. Donc, je ne suis pas à l'aise avec la prospection. Moi, je vais d'abord identifier est-ce que c'est un problème de compétence, d'aptitude ou de motivation. Autrement dit, est-ce que je sais ou je ne sais pas? Si je ne sais pas, effectivement, qu'est-ce que je peux faire pour acquérir les compétences qu'il me manquent? Quand on parle d'aptitude, si je n'ai pas les aptitudes, si je suis plutôt quelqu'un d'introverti, plutôt orienté sur la tâche et moins extraverti et sur l'humain, là, peut-être le sous-traiter. Hein, quand on parle de structures qui font de la téléprospection, même si ça a un coût, ça peut vous permettre d'avoir des rendez-vous. Et puis, motivation, enfin, est-ce que je veux, est-ce que je veux pas? Si vous voulez absolument pas faire de prospection téléphonique, là aussi, faites-vous accompagner par des structures qui savent faire. Mais n'hésitez pas à sortir un petit peu de votre zone de confort et puis d'essayer, faire preuve de persévérance. Ah, génial. Deuxième question. Pour la prospection téléphonique, comment passer le sas du secrétariat? Alors, je vais vous donner des petites astuces que moi j'utilise. Idéalement, si j'ai le nom si je n'ai pas le nom de l'interlocuteur, là on l'a fait avec quelqu'un que j'ai accompagné, on avait besoin d'entrer en interaction avec des directeurs techniques d'entreprise, mais on n'avait pas leur nom. Et on avait ce fameux filtre du secrétariat. Et donc, moi, dans le script, c'était, j'ai croisé votre directeur technique, il m'avait dit de lui envoyer un mail, mais je n'ai pas son mail. Et bien souvent, vous avez le mail avec le nom, point, prénom, arrobase, Et grâce à ça, ça va vous permettre déjà d'avoir le nom et le prénom de votre interlocuteur. Et puis, le lendemain, c'est rappelé en disant, voilà, j'ai un message de monsieur machin qui m'a demandé de le rappeler. Et voilà. Et là, ça permet de passer, entre autres, le sas du secrétariat. Alors, c'est une des astuces, hein, il y en a plusieurs, mais voilà, je vous fais au moins ce petit cadeau-là. Troisième question. Waouh, combien de temps faut-il prévoir par semaine sur les réseaux sociaux? Je vous dirais, en dessous d'1 heure par jour, on est vite aux oubliettes. Alors après, qu'est-ce qu'on met dans le temps qu'on prévoit sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est de la création de posts? Est-ce que c'est de l'interaction avec les posts des autres? Est-ce que c'est, si je reprends mon exemple de directeur technique, on va faire ce qu'on appelle des recherches booléennes sur LinkedIn, donc en fonction d'une zone géographique, du deuxième niveau de contact, aller faire une recherche en tapant directeur technique, et là vous allez avoir la liste des directeurs techniques,
Et puis, soit vous faites de l'automation en faisant un envoi de messages groupés, ou plutôt en entrant en interaction avec chacun d'entre eux en ayant un message personnalisé. Et auquel cas, ça demande du temps. Donc, désolé pour le vague dans ma réponse, mais tout dépend de ce que vous y mettez, mais je vous dirais un minimum 1 heure par jour. Pour travailler, quatrième question, pardon, pour travailler sur sa stratégie commerciale, quels outils pour faire des cartes mentales recommandez-vous? Je n'ai pas d'outil particulier pour ça. Moi, je l'ai fait par rapport à la compréhension. L'idée, c'est surtout de les bâtir avec les gens que j'accompagne. On est plutôt à construire ça ensemble. Mon mode de questionnement va permettre de savoir du quoi, quels sont les domaines d'activité spécifiques, vers qui je me dirige et ensuite définir le plan de prospection avec comment les atteindre. Donc, je n'ai pas d'outil particulier. Je pense qu'il en existe. Il me semble qu'il y en a un qui est assez connu, mais je n'ai plus le nom en tête. Moi, je le fais plutôt dans l'interaction avec les gens que j'accompagne. Je regarde si j'ai d'autres questions. N'hésitez pas pour les questions. Profitez pour boire un coup. Alors, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste, à la demande du développement économique de la communauté de communes, dont je profite de remercier pour leur accueil et puis toute l'organisation de ce webinaire. Voilà, vous avez les prochains rendez-vous, donc le 6 octobre sur comment communiquer efficacement sur Instagram, qui va être en 2 niveaux. Le premier niveau le 6 octobre et le deuxième niveau le 15 octobre. Ensuite, le 19 novembre, vous aurez le forum de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, à partir du 30 novembre, vous aurez la semaine de l'emploi. Voilà les prochains rendez-vous organisés par le DevEco de la communauté de communes. Reste à vous souhaiter une bonne journée, une excellente semaine à tous et surtout EPO, c'est pas un dopant, c'est écoute, persévérance et optimisme. Bon business à tous.